Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus et on part tout de suite pour le JT, on perd pas de temps. Nous sommes le mercredi 11 janvier 2023 et concernant effectivement le Covid, la situation épidémiologique reste stable depuis plus d'un an maintenant. Après les périodes de fête et les légères remontées qui coïncident en général, les chiffres sont de nouveau en baisse avec 270 nouveaux cas, un taux d'incidence à 71 pour 100 000 habitants et un taux de positivité à 9,2%. Le système de santé n'est donc pas sous pression avec 5 personnes en réanimation. On compte tout de même 3 décès sur la période. Et concernant le compteur des injections, il est bloqué depuis le 18 décembre dernier. Et le 5 janvier dernier, après 16 ans de procédure, le parquet de Paris a prononcé un non-lieu définitif dans le dossier de la contamination des populations martiniquaises et guadeloupéennes au chlordécone. Un déni de justice de plus pour nos populations qui semblent pousser les élus de tous bords à former un front commun. Il se prépare à une journée de mobilisation interrégionale pour demander la poursuite des investigations et obtenir réparation ainsi que la dépollution des sols. Regardez. Il était important que nous puissions nous réunir au-delà de l'indignation suite à la décision du tribunal, mais quel type d'action que nous devrions mettre en place. Et j'ai eu l'occasion de dire cette nécessité qu'il puisse y avoir un front commun au niveau de la Guadeloupe, dont toutes les associations et les politiques. Nous allons faire des actions très rapidement, à très court terme, mais en termes de motion, en collaboration avec la Martinique, puisque j'ai pu faire intervenir le président Letchimi, et c'est de la même analyse, la même stratégie que nous allons mettre en place, donc des actions sur l'ensemble du territoire. Donc il faudrait qu'on puisse rencontrer les autres élus, l'ensemble des maires, pour que cette action soit répercutée sur tout le territoire de la Guadeloupe et le territoire de la Martinique. Ce qui se dessine, c'est une journée de mobilisation interrégionale au cours de laquelle les maires, les décideurs publics, les associations, les syndicats, les enseignants, les élèves, la communauté scolaire, tout le monde se mobilisera pour dire que nous n'acceptons pas qu'on dise qu'il ne s'est rien passé, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y peut pas y avoir de non-lieu. Voilà ce qui se dessine là et je me réjouis de ce que, enfin, nous soyons debout. Ce non-lieu a eu comme avantage d'être un électrochoc et je pense que nous nous attendons à des lendemains où les Guadeloupéens et les Martiniquais vont exprimer avec force leur colère et leur indignité. Je dois remercier la population qui nous a toujours accompagnés, qui nous a toujours suivis, qui nous a aidés à financer les plaintes qu'on a déposées avec Maître Durimel. Et aujourd'hui, nous sommes contents de constater, suite à cette réunion, donc à l'initiative du Conseil général, il y a maintenant une mobilisation concertée et collective et des élus et du barreau de la Guadeloupe, puisqu'il faut qu'on continue ce combat et que se donner une réponse politique et juridique à ce non-lieu qui veut prendre et pour qu'on ait un respect de la population. Ça, c'est à court terme. Mais à moyen terme, il faut qu'on se donne aussi les moyens de continuer toutes les investigations pour que cette pollution continue et que dans le cadre du principe de précaution, que les élus trouvent des fonds pour pouvoir financer les laboratoires de recherche sur place. Ce problème concerne la santé, concerne l'écologie, concerne également sur le plan économique, sur le plan social. Donc un véritable comité qui se mettra en place pour voir au-delà de l'action juridique, puisque nous allons nous constituer partie civile, que nous puissions sur un plan politique et faire en sorte que nous puissions obtenir réparation, obtenir des pollutions, obtenir du dépistage systématique pour un certain nombre de maladies qui sont liées à ce problème de pollution de chlordécone. Il faut rappeler, c'est 95% des Guadeloupéens qui sont impactés par ce problème de pollution de chlordécone. Donc ce que nous espérons, c'est que l'ensemble des acteurs politiques et des acteurs économiques, mais aussi que la population, soient imprégnés de cela et que nous puissions agir
Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que quelle que soit une décision juridique ou encore politique, c'est la mobilisation donc, des Guadeloupéens qui pourrait nous permettre d'atteindre nos objectifs. Un scandale sanitaire dans lequel l'État français est co-responsable et donc il doit passer à la caisse. Lors de la session ordinaire du Sénat ce jour, Victorin Lurel a interpellé sur la faiblesse des mesures prises par les gouvernements successifs à travers des plans chlordécone insuffisants et sous-dotés. À l'instar de l'association Vivre, il demande le bénéfice du préjudice d'anxiété, comme cela a été le cas dans l'affaire de l'amiante. Un choix judicieux pour éviter les pires convulsions et un embrasement dans un avenir proche. Regardez. La question s'adresse à Madame la Première ministre. J'y associe mes collègues Catherine Conconne et Victoire Jasmin. Elle porte sur le non-lieu prononcé le 2 janvier dernier dans l'enquête sur la contamination et la pollution au chlordécone. Je respecte les décisions de justice, mais en l'espèce, personne ne pourrait s'en satisfaire. Cette décision est un indéniable déni, un déni pouvant allumer des brasiers, puisqu'il n'y aurait ni coupable, ni responsable. Bien qu'attendue, cette décision ajoute au scandale d'État un scandale judiciaire. Madame la Première ministre, au-delà des actions menées par tous les gouvernements et par le vôtre, des plans mis en place et de la reconnaissance de la carence fautive des pouvoirs publics, je considère pour autant que l'État reste co-responsable majeur de cette tragédie et en reste donc encore comptable. 46 ans après les premières alertes, 16 ans après la première plainte, vous ne pouvez rester indifférente. Alors je formule ici 4 demandes. Au-delà des suites que les parties civiles ne manqueront pas d'intenter, contentez-vous tout faire dans le respect du droit pour que le parquet rouvre ce dossier? Êtes-vous prête à créer un fonds d'indemnisation pour toutes les victimes? Êtes-vous prête à faire pour les victimes du chlordécone ce qui a été fait pour les victimes de l'amiante? Êtes-vous prête à renforcer l'action de l'État dans la recherche fondamentale, dans la dépollution des eaux et des sols? J'attends de vous une réponse humaine, débarrassée de toute vaine polémique. Monsieur le sénateur, j'ai eu l'occasion de le dire hier à l'Assemblée nationale, je constate comme vous la décision prise librement par les autorités judiciaires. Un membre du gouvernement ne peut qu'en prendre acte. Mais j'ai bien lu les attendus de l'ordonnance. Il pointe une responsabilité collective dans ce scandale sanitaire. Mais, vous l'avez dit, cela n'amoindrit en rien la responsabilité de l'État face à ce scandale, reconnu d'ailleurs pour la première fois par le président de la République en 2018. Et nous devons continuer d'avancer sur ce chemin. Notre priorité à tous, c'est de protéger la santé de nos concitoyens, d'aider les secteurs économiques impactés, de renforcer la recherche. Avec Gérald Darmanin, avec le ministre de la Santé, le gouvernement s'est engagé et s'engage encore à répondre à ces enjeux. Plusieurs avancées fortes, j'insiste là-dessus, ont déjà été obtenues. La reconnaissance du cancer de la prostate comme maladie professionnelle, ouvrant droit à indemnisation. Analyse gratuite du taux de chlordécone dans le sang. Analyse des sols. Ou encore conséquents travaux de recherche engagés pour la dépollution des sols. Le colloque scientifique et les rencontres du terrain du mois de décembre ont été l'occasion de porter à la connaissance ces nombreuses avancées. Mais ils ont montré aussi qu'il y avait encore beaucoup à faire. Dans ce cadre, je note vos propositions qu'il nous faut étudier avec attention et volonté d'aboutir. Madame la Première ministre, je regrette que vous n'ayez pas saisi l'occasion ici pour marquer votre considération aux populations de Martinique et de Guadeloupe frappées de sidération et déjà marquées dans leur chair. Monsieur le ministre, vous me faites une réponse que je connais et qui est celle d'un communicant. Vous savez fort bien que tous les gouvernements ont engagé des actions et qu'aujourd'hui, les plans chlordécone, et notamment le 4, est insuffisant, il est sous-doté et il est sous-financé. 2,4 millions pour la recherche fondamentale par an, ce n'est pas suffisant. Il faudrait au moins 5. 10,8 millions par an, alors que nous mettions 12 millions en 2010 avec M. Sarkozy et 13 millions en 2016. Il faut là, c'est insuffisant. Monsieur le Président, je demande que le gouvernement nous fasse bénéficier du préjudice d'anxiété à l'instar de l'amiante. Merci.
Des élus locaux qui lancent le Grand Forum citoyen, une consultation qui vise à collecter les propositions des Guadeloupéens dans le cadre de l'évolution institutionnelle. Un site internet sera mis en ligne ce soir, ainsi que des campagnes de communication et autres rencontres pour que tout le monde participe. On verra si on joue le jeu. Regardez. Travaux depuis le 14 novembre 2022 au niveau de cette commission ad hoc. En 3 blocs de compétences, 12 thèmes. Il était important pour nous de présenter à la presse ces différents travaux, puisqu'à partir d'aujourd'hui, nous lançons une large concertation auprès de la population, auprès des acteurs économiques, acteurs sociaux, et pour que chacun puisse apporter sa contribution. Et comme vous avez vu, méthode de travail, ce sont donc des binômes d'élus qui animent, qui présentent ces différents thèmes pour bien montrer que l'ensemble de la commission est bien impliqué. Et nous allons faire des concertations à travers un site internet qui, dès ce soir, sera effectif, mais également donc, des villages projets, des émissions de télé, tout un ensemble d'éléments pour obtenir la concertation et les propositions de l'ensemble des Guadeloupéens. Ce qui est important pour nous, et c'est pour cette raison que je vous remercie d'avoir répondu aujourd'hui, c'est que les Guadeloupéens s'en prennent des thèmes que nous avons proposés sur la plateforme, qu'ils répondent. Puis, ils ne pas dire, mais après, ils pas au courant, nous pas ça, ils pas poser nos questions. C'est ce qu'on entend. Pour la première fois, je le dis, ça peut déranger, pour la première fois, et Guy l'a dit depuis les élus mobilisés, tous les élus, quel que soit leur bord politique, sont ensemble pour travailler pour la Guadeloupe. Et ça se passe très bien. Nous avons même les attachés parlementaires qui ont travaillé avec nous, avec nos collaborateurs, le cabinet, région département, l'association des maires. Donc voilà, aujourd'hui nous proposons certaines choses aux Guadeloupéens. On aurait souhaité des retours de manière à ce que les Guadeloupéens nous disent faites ça aussi, pourquoi ils n'ont pas fait ça, pourquoi ils n'ont pas mettre ça, pour qu'on puisse travailler ensemble pour la Guadeloupe. Il y a des propositions qui sont faites. On travaille ensemble pour la Guadeloupe pour que nous puissions, dans les 2 mois qui viennent, trouver des solutions. Et par la suite, nous avons le conseil interministériel qui se tiendra, je crois, autour du mois d'avril à Paris. Aller avec de bonnes propositions pour la Guadeloupe et prendre avec les Guadeloupéens, je l'ai toujours dit, la décision qu'il faudra pour l'avenir de la Guadeloupe de demain. Un reportage signé Maxime Morel. Et l'association des maires et la Ligue des droits de l'homme se penchent sur l'inquiétant dossier de la santé mentale en Guadeloupe, une problématique accentuée par le stress et l'ingénierie sociale prolongée et induite par la gestion de crise Covid calamiteuse pendant plus de 2 ans. Faute d'effectifs et de moyens, l'offre de soins est loin de pallier aux besoins des malades qui, il le rappelle, doivent être traités avec dignité, quelles que soient leurs difficultés. Le reportage. Depuis le Covid, il y a de plus en plus de personnes atteintes par les maladies mentales. Donc, et ça, c'est devenu plus prégnant, plus fréquent pour les maires de faire ce qu'on appelle des hospitalisations d'office, d'intervenir auprès des familles, d'intervenir auprès des voisins pour pouvoir régler des situations comme celle-là. La santé mentale, ça recouvre beaucoup de champs, l'addiction, le soin aux enfants, les écoles, le tissu associatif, les adultes, les précaires, les gens souffrant de doubles problématiques, handicap moteur ou addiction ou sortant de prison, plus des troubles mentaux. Et tous ces champs-là sont différents. Et on a beaucoup de gens qui sont sensibilisés à ces questions-là, y compris parmi vous, les journalistes. Bon, j'ai toujours eu affaire à des journalistes sensibilisés à ces questions-là. Et quand je parlais avec eux avant ou après l'interview, ils me parlaient de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs cousines. Et c'est vraiment quelque chose qui est partout. Toutes les familles, tous les quartiers. Comment remédier à cela? Premièrement, mieux former nos équipes. Nos équipes, ce sont déjà les maires, les conseillers municipaux, les adjoints aux maires, mieux les former à cela. La police municipale aussi qui est en première ligne sur cette affaire-là. La gendarmerie nationale aussi qui nous accompagne sur cette affaire-là. Et puis que l'offre de soins puisse répondre à nos demandes. Ces gens-là doivent savoir qu'ils ont des droits. Et ce n'est pas parce qu'ils sont dans une situation de faiblesse, de précarité, qu'il faut les écarter. Au contraire, il faut les écarter de l'offre de soins. Non, pas du tout. Au contraire, il faut leur donner les éléments pour qu'ils puissent se soigner. Il faut qu'ils soient soignés avec énormément de dignité. Et il faut que les médecins qui les soignent comprennent qu'ils sont devant des êtres humains et que ces êtres humains-là, quelles que soient leurs difficultés, on doit
à des soins de qualité. Je profite pour inviter la population le samedi à Rimini-Souta, samedi matin, sur ce colloque qui va sur la santé mentale. Et nous, Association des maires, nous collaborons bien sûr avec la Ligue des droits de l'homme et avec bien sûr les professionnels de santé sur la question parce que nous sommes en première ligne. Samedi, nous aurons un colloque autour de ce sujet où ces questions-là seront abordées et plus particulièrement la question des droits de l'homme et de la santé. Il faudra surtout aborder la question du financement de la prise en charge de ce type de pathologie qui se répand de plus en plus en Guadeloupe. Et après plus de 2 ans de restrictions, privations, les traditionnels vœux des municipalités reprennent. On prend la direction de Petit Canal. Avec, je dirais, les vœux, après un arrêt en 2020, on renoue, les choses s'atténuent. Il est important pour nous, au même titre que les choses reprennent, la vie reprend, de pouvoir recommencer avec les vœux au personnel. Et donc, c'est pour cela qu'on se retrouve ici dans ce cadre, je dirais, très convivial avec l'ensemble des agents. Pour pouvoir leur faire les vœux et aussi leur faire part des projections pour 2023, après avoir fait un bilan sur 2022, tout ce qui va être mis en place pour leur bien-être, pour leur confort et pour qu'ils soient en tout cas performants et prêts à répondre à l'attente des administrés de Petit Canal. Et on souhaite maintenant un très joyeux anniversaire à Hortense Mionnette d'Avirin qui célèbre ses 100 ans. Elle rejoint le club des 100 bougies. Regardez. On est là aujourd'hui pour célébrer les 100 ans de ma grande-tante. Donc, il avait toujours tenu en fait à ce qu'on marque cet événement. Donc, par le passé, vu que je vivais, je vais dire, en région parisienne, chaque fois qu'on rentrait en vacances, on s'arrangeait en fait pour lui donner le challenge en fait, c'est-à-dire chaque fois qu'on la rencontrait, à chaque été quand on rentrait, enfin chaque vacances quand on rentrait en Guadeloupe, c'était de lui dire qu'il lui restait un certain nombre d'années à atteindre jusqu'à ce qu'on y arrive. Et donc du coup on a pris l'initiative, donc l'ensemble des cousines, de la famille en fait, à lui marquer cet événement et à lui marquer en fait cette surprise, de façon à réunir aussi l'ensemble de la famille. Mais en gros, voilà, le cœur y est et c'est une très belle occasion pour nous, en fait, en ce jour J, en fait, de vraiment marquer cet événement. Et donc, comme un centenaire, en fait, fait partie aussi de l'histoire par rapport à tous les événements qu'il a pu vivre. Donc, on a fait appel à Canal 10 de façon à ce que, voilà, ça soit gravé dans le marbre et que ça ne soit pas justement une petite fête qu'on fait juste entre nous et nous. Voilà, c'est la raison pour laquelle on vous a invités. Mionnette et l'autre là, c'est d'Avirin Hortense, le 11 janvier 1923. Ah bon, on dit quoi, mon petit janvier, parce qu'on voit toutes ces gens à la rencontre. Et alors, chanter, mais par contre, danser. Si on peut en danser, on ne dit pas pour ouvrir tout petit. Elle a une force de caractère et je crois que ça fait partie des personnes aussi qui a marqué un petit peu, je vais dire, notre vie ou même la mienne, dans le sens où du point de vue psychologique, elle a toujours été très très forte. Donc c'est quelqu'un, vous allez la découvrir tout à l'heure, vous allez être épaté dans le sens où elle a toute sa tête. Elle a juste une canne pour lui permettre justement de ne pas chuter, mais elle peut déambuler sans souci. Yes, comme un no. Comme un no, yes, sir. In English, yes, sir. Hier soir, moi dormi des rois, des sept bouffes sortaient, moi des capitales, mi papier la corde moi, car corde pour les jouer, bon moi. Jouer, bon moi, qui danser, bon. Chanter, bon moi, que chanter, bon. Danser, bon moi, danser, bon moi, qui chanter, bon. Tu pas jouer mauvais méchant, tu pas jouer moi désolé, à la cadouale. Un personnage haut en couleur, comme on dit.
Et maintenant, je reçois Karine Bourguignon-Acassin, directrice commerciale PPG Seigneurie. Elle est en compagnie du directeur général de la Seigneurie, monsieur Yannick Lebrec. Et nous avons également sur le plateau Caroline Geoffroy, directrice de l'école privée Notre-Dame de Grâce. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'école privée Notre-Dame de Grâce qui va bénéficier d'une très belle action très prochainement. Il s'agit donc de la Colorful. La Colorful qui est donc parrainée par le groupe PPG, la fondation PPG, dont la Seigneurie fait partie. Ça fait 2 ans quand même qu'il n'y a rien eu. Vous êtes content de la reprise? Très content. En tout cas, oui, on voit une grosse différence, ça c'est clair. Alors, en quoi consiste effectivement cette opération Colorful? Alors, cette opération Colorful, c'est clair. Chez PPG Seigneurie, on a une fondation, le groupe a une fondation au niveau international. Et le but de cette fondation, c'est simple. D'un côté, le marché nous le rend bien, c'est-à-dire que économiquement, nous sommes un acteur fort sur le marché. Évidemment, donc ça nous produit des ressources. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes leader? Oui, on est un leader mondial et un leader local. On va faire un peu de cocorico, mais on est, oui, tout à fait. Et le but, c'est que cette fondation, elle a été créée quelque part pour remercier le marché. Alors, le marché, c'est la population, tout simplement, nos consommateurs. Alors nous, on remercie nos collaborateurs, puisqu'évidemment, on vit dans l'entreprise, mais c'est bien aussi d'avoir cette partie-là qui est un peu, on va dire, innovante, en tout cas sur le marché. Et le but, c'est quoi? C'est qu'on sélectionne, alors le mot est peut-être un peu fort, en tout cas, on travaille avec des organismes locaux. On décide, alors ça se fait pas comme ça autour d'un café en 5 minutes, parce que ce serait un peu quand même réducteur. Donc on sélectionne, ça peut être dans le domaine médical. Nous, on préfère, avec Karine, on préfère être dans le milieu scolaire, parce qu'on trouve que les enfants, c'est très porteur et c'est l'avenir, donc c'est très bien d'être avec eux. Une fois qu'on a sélectionné, on leur propose carrément une opération de rénovation. C'est même plus un parrainage, c'est carrément une opération de rénovation. Là, le cas précis, c'est qu'on va repeindre les murs. Enfin, on repeint les murs, parce qu'on a déjà commencé. On amène de la couleur. On va aussi mettre un peu d'espace vert, des choses comme ça. Et la finalité... donc vous ne limitez pas qu'à la peinture? Alors, en premier, évidemment, c'est la peinture. Mais Colorful, c'est la couleur. Nous, on a prétention à embellir et protéger. Donc, ça comprend c'est un peu plus vaste, en tout cas, un peu plus large. Et le but, c'est que, surtout, ce qui est fondamental, comme c'est une fondation, il ne faut pas oublier que c'est une opération caritative, donc tout est basé sur le bénévolat. Donc évidemment, il y a des ressources qu'il faut qu'on paye, mais donc, tout le matériel est pris en charge. Voilà, exactement, c'est nous-mêmes. Mais les petites mains. Mais tous ceux qui travaillent dessus, c'est du bénévolat. Donc on a nos collaborateurs qui sont partie prenante, et évidemment, on a tout le corps enseignant, les parents d'élèves. En tout cas, beaucoup de monde qui vont chacun mettre un petit coup de peinture là, qui vont participer. Alors, Madame la directrice, est-ce que les parents, justement, adhèrent au projet? Ah, tout à fait, ils sont ravis. Et ils ont répondu nombreux à l'appel pour venir donc, participer et prendre part à l'action qui va être menée ce samedi. Donc on espère qu'il fera beau pour qu'on puisse arriver à finaliser ce qui a déjà été commencé. Bon, ben, il fera beau dans ce cas-là. Il fera beau, on a décidé, et même s'il pleut, il fera beau quand même. Alors, on va s'adresser quand même à Karine Bourguignon. Comment vous sélectionnez justement les écoles ou les sites éducatifs qui seront bénéficiaires? Donc là, l'idée est partie déjà de l'inondation qu'on a eue au mois d'avril. L'école Notre-Dame de Grâce se situant derrière notre siège qui est à Petit-Pérou. Donc j'ai contacté Madame Geoffroy qui a bien voulu s'entretenir avec moi. Et de là, le projet est né. Je lui ai présenté la Colorful, puisque bon, elle ne connaissait pas du tout. Je lui ai présenté ce projet. Ensuite, elle a demandé à ce que je puisse justement présenter ce projet à son équipe pédagogique, chose qui a été faite ensuite au niveau des parents aussi. Et le projet a pris forme et petit à petit, il y a eu aussi la présentation au personnel, parce que sans volontariat, effectivement, des équipes de PPG, on n'aurait pas pu réaliser ce projet. Donc, ça naît vraiment du volontariat, de l'envie de faire et de l'envie d'embellir la vie des enfants. Alors, il y a quand même un budget qui a
qui a été déployé. On parle quand même de 60 000 euros, plus de 60 000 euros qui ont été engagés. Ça permettra quoi concrètement en termes de travaux? On pourra repeindre une grosse partie de l'école, toute l'école? Comment ça se passe? Mais pas qu'une grosse partie de l'école, ça permet de repeindre vraiment les façades de l'école, toutes les façades de l'école, d'embellir même l'extérieur. Donc il y a une surprise qui est réservée pour les enfants. Ça permet aussi de mettre un peu plus de végétation, de vraiment embellir, de protéger. Et ça nous permet vraiment de donner un coup de neuf à cette école qui en a vraiment besoin. Et ça nous permet aussi à la fin de récompenser ces enfants, puisqu'il y a eu une fresque aussi qui sera réalisée du moins avec les dessins qu'ont fait ces enfants, puisqu'ils ont participé. Ils n'ont pas le droit effectivement de peine, mais pour pouvoir repeindre cette école... Ils peuvent pas, Mais parce que ce sont déjà des produits techniques, donc plus adaptés déjà pour nous en tant qu'adultes. Et les enfants, ils prendront part, puisque tout le plaisir sera de les voir le lundi matin, découvrir leur école. Déjà, le fait que nous ayons déjà commencé sur le projet, l'enthousiasme, les voir avoir cette banane en arrivant chaque lundi et de se dire, ah, mais il y a quelque chose qui a changé, mais ça fait plaisir. Et lundi prochain, quand ils viendront à l'école voir ce qui a été réalisé, la fresque avec les dessins qu'eux, ils ont réalisés, puisque c'était un projet de se dire, oui, nous allons faire, mais nous allons quand même les faire participer à leur manière. Leur manière, c'est, allez-y, comment est-ce que vous voyez l'école? Dites-nous, et derrière, on va vous reproduire ce que vous faites. Donc, on a un artiste aussi qui est Kéos, de son nom Vidian Lamy, qui participe aussi au projet avec effectivement nos collaborateurs, mais aussi des professionnels choisis par nous pour justement réaliser ce projet. Très bien, très bien. Beaucoup de couleurs, on imagine, et on espère. Beaucoup de couleurs, oui. Ce sera de la couleur, puisque Colorful, ce sera de la couleur. Et peut-être que, Madame la directrice, vous avez un peu de sobriété quand même à certains endroits, on ne sait pas. Il y aura de la couleur, il y en a de la couleur déjà. De partout? Oui, il y en a. Vous êtes invités. Vous êtes invités à venir découvrir ces couleurs. Voilà, dès samedi, venir sur place, voir effectivement. Tout le monde à l'œuvre, puisque là, on va se retrousser les manches. On sera plus en tenue, comme nous sommes là, on sera vraiment en tenue peintre. Et Colorful, on sera habillé pour pouvoir faire cette œuvre. Très bien. Donc, le rendez-vous est donc donné samedi. Tout le monde peut participer. Est-ce que les Guadeloupéens, de manière globale, peuvent se joindre à vous? Pourquoi pas? Alors, clairement, on peut pas... Dans l'école, on ne peut pas accueillir 400 personnes, c'est pas possible. Il y a la sécurité. On manipule des produits industriels, donc on est obligé de sécuriser. Après, priorité à nos collaborateurs, au corps enseignant et évidemment aux parents d'élèves. Vous voulez rester vraiment pro? C'est pour eux. Voilà, c'est vraiment... de toute façon, on sera suffisamment nombreux, parce que quand je vois le nombre d'inscrits, on est au-delà de ce qu'on avait prévu. On doit avoir 180 volontaires, je crois. Quand même. Ah oui, ce qui est vraiment énorme. Quand même. Pour vous donner, mais c'est la Guadeloupe, ça se passe comme ça en Guadeloupe. Mais c'est vraiment important de dire, si on fait ça dans d'autres endroits, on aurait plutôt 50 volontaires. Non, là, tout le monde doit y aller. Donc, nos collaborateurs, le corps enseignant et les parents d'élèves. Donc ne venez pas tous, même si la couleur c'est la vie, s'il vous plaît, non, parce qu'on ne pourra pas. Dans tous les cas. En tout cas, ça fait plaisir à voir effectivement que beaucoup de personnes répondent déjà à l'appel, que les effectifs sont mobilisés pour ce samedi. Bon, la peinture est prête, ça on n'en doute pas. L'équipe pédagogique de l'école. L'équipe est prête, le personnel est prêt, les animateurs, tout le monde est prêt. Voilà. Une belle journée en perspective dans ce cas. Et le petit message de la directrice pour la fin. Pour la fin, eh bien, écoutez, la directrice doit profiter de l'antenne pour remercier à nouveau le groupe PPG, la Seigneurie, nos voisins qui ont pensé à nous. Et puis pour nous, c'est un très, très beau cadeau qu'ils nous offrent pour cette communauté scolaire, pour ses enfants, pour tout le personnel. Alors je dis vive Colorful et merci à la Seigneurie. Voilà. Merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. On attend de voir le résultat, le rendu effectivement de cette rénovation, cette petite rénovation qui aura lieu donc dans cette école privée Notre-Dame-de-Grâce. On suivra cela avec grand intérêt. En tout cas, merci pour l'action de la Seigneurie. On rappelle que quand même 61 000 € ont été engagés dans cette action. Ce n'est pas rien. Donc merci encore.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde. Ne bougez pas. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Je recevrai entre autres les syndicats Sud PTT Goix. Hier, on avait effectivement le sentiment de la direction qui nous expliquait les surtaxes imposées sur les colis. Là, on aura la partie effectivement adverse, on va dire entre guillemets, avec la voix syndicale. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Je dis bonsoir à tous les internautes, Marius Labissi, Jimmy, le général Franck Abar, Dominique Landry, Moïse Tézé, Lydia Luce, Raphaël Duflo, Patrice Mathurin, félicité. Je salue vraiment tout le monde sur les réseaux. On se retrouve après la pub.